Ça s'est passé un mercredi soir en 2015, vers 23h. Pour commencer, je suis un passionné de chasse aux coyotes et j'adorais les traquer la nuit, lorsqu'ils sont les plus actifs. Un après-midi, j'ai décidé de partir chasser après le coucher du soleil. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé mon équipement et pris la route. Une heure plus tard, je suis arrivé sur le parking de la forêt d'État où je comptais chasser. Cet endroit m'avait déjà porté chance par le passé et je savais qu'il y avait une tanière à environ 1 km du sentier principal. Je me suis donc engagé sur le chemin de gravier sans me douter de ce qui m'attendait. Ma stratégie consistait à marcher 100 mètres, m'arrêter et utiliser un appôt pour localiser les coyotes jusqu'à ce que l'un d'eux réponde. Les 2 premières tentatives n'ont rien donné, mais à la 3e, tout a changé. Le sentier faisait un virage en épingle à droite, et au milieu de ce virage se trouvait un cimetière datant de la guerre civile, avec un bosquet de pins denses derrière et une pente abrupte devant. J'avais l'habitude de traverser le cimetière et de toucher la pierre tombale principale, comme un signe de respect. En m'approchant de la pierre tombale, j'ai entendu un bruit sourd venant du bosquet, comme si quelque chose de lourd avait atterri. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait qu'un seul boom, comme si une créature bipède avait touché le sol. Les animaux comme les lynx produisent généralement 2 bruits distincts en sautant. Un sentiment d'inquiétude m'a envahi, mais le problème était que cette chose se trouvait entre moi et mon camion. Le silence s'est installé et tout bruit environnant avait disparu. J'ai ressenti une présence, comme si on m'observait. En scrutant le bosquet, j'ai fini par apercevoir une silhouette. Trop grande pour être humaine, elle mesura environ plus de 2 mètres, avait un visage canin et semblait émacié et sinistre. Mon esprit refusait d'y croire, mais la réalité m'a rattrapé lorsque cette chose a filé dans la pente abrupte à une vitesse incroyable. Le chemin vers mon camion était dégagé, mais je savais que cette créature préparait une embuscade. Après quelques minutes, j'ai décidé d'avancer. Dès mon premier pas, j'ai entendu des bruits venant de la pente, comme si elle remontait. J'ai couru à travers le cimetière et le bosquet, mais elle me suivait, se rapprochant à chaque instant. Armé de mon fusil, j'ai décidé de tirer pour me donner une chance de fuir. J'ai vidé un chargeur et couru aussi loin que possible. Après avoir chargé, j'ai entendu des branches se briser derrière moi. J'ai tiré à nouveau et couru jusqu'à mon camion, à environ 100 mètres. Je pouvais entendre son souffle et un grognement guttural terrifiant. Finalement, j'ai atteint mon camion, démarré et quitté les lieux en scrutant les bois autour de moi. Depuis cette nuit, je n'ai jamais remis les pieds dans les bois de Brown County, Indiana, seul et encore moins la nuit. En 2011, j'ai peut-être été témoin de quelque chose. Je traversais un pont en voiture quand, en descendant, cette étrange créature ressemblant à un chien est apparue, marchant à 4 pattes. J'avais 19 ans ou 20 ans et je venais de commencer à faire de longs trajets seul, car mon père vivait dans un autre état. Cela ressemblait à Remus Lupin sous sa forme de loup-garou dans Harry Potter, aussi stupide que cela puisse paraître. Son visage était tellement étrange, et il était massif. Son dos était bizarre, pas vraiment celui d'un chien, plutôt arqué, pas de doigts comme celui d'un chien. J'étais vraiment effrayé. J'ai mis ça sur le compte de l'obscurité, et me suis dit que c'était probablement un grand Danois malade et décharné. Avance rapide jusqu'au mois dernier. À environ 20 minutes du lieu de cette première observation, mais dans une direction différente, je rentrais chez moi vers minuit 30, le 22 juin. Je regardais des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre dans la lisière des bois le long de la route. Je supposais qu'il s'agissait d'un cerf et m'assurais qu'il ne surgirait pas, mais je remarquai que les yeux ne bougeaient pas, comme le ferait un cerf en train de brouter.
ils restaient juste fixés. J'ai pu les voir de loin au début, les cerfs tendent à lever la tête quand on se rapproche. En m'approchant, j'ai remarqué que c'était bien trop haut pour être un cerf, mais je restais prudent. En passant finalement, j'estimais qu'il mesurait entre 2,10 m et 2,40 m. Je pouvais voir ses yeux, ses oreilles et le haut de son museau. L'ombre couvrait la partie inférieure de son visage et son cou, mais je distinguais son torse et ses bras supérieurs, les ombres des arbres cachant davantage la moitié inférieure de son corps. Il semblait juste observer la voiture. Il ne m'a pas poursuivi ni quoi que ce soit d'autre, et ses yeux seuls suffisaient à m'effrayer et à marquer ma mémoire. Je ne pouvais nier ce que je voyais en passant. Cette seconde expérience m'a rappelé la première. J'ai fait des cauchemars cette nuit-là. Dans un de ces rêves, un démon m'a dit « Je suis ce que tu as vu ». Je suis athée depuis mon adolescence. Depuis, j'envisage d'aller à l'église. Pour clarifier, je ne crois pas qu'un démon ait envahi mes rêves. Je pense que mon subconscient essayait de rationaliser ce que j'avais vu. Et ça m'a poussé à réfléchir au fait que de nombreuses personnes disent vivre ce genre d'expérience et qu'elles ne sont pas crues parce que cela semble absurde. Je n'arrive pas à trouver une explication plausible pour ce que j'ai vu lors de la seconde fois. J'ai fait des recherches et découvert la schizophrénie aiguë. Peut-être que j'en souffre. Ensuite, je suis tombé dans une frénésie de recherche qui m'a conduit au Dogman. Je vis toujours sur la terre familiale où j'ai grandi. Je vis à la campagne. Pas de voisins ni d'éclairage public, à part la maison d'un membre de ma famille située à environ 150 mètres. À part ça, personne dans un rayon de 2 à 3 kilomètres. Avant, je sortais discrètement et courais sur une route dans le noir complet seul. Maintenant, j'ai peur lorsque je rentre ou sors après la tombée de la nuit. Quand je dois sortir de nuit, j'ouvre la porte, j'examine les environs et j'écoute avant. Ma seule crainte auparavant était de marcher sur un serpent. Maintenant, je suis terrifié à l'idée qu'un monstre surgisse des bois comme dans un vieux film d'horreur des années 1950. Durant l'été 2012, j'ai pris un emploi de guide d'expédition en canoë sur les Boundary Waters, au nord du Minnesota, sud de l'Ontario, au Quetico. Ces zones sont une immense région sauvage composée de lacs et de terres. Je travaillais pour les Boy Scouts, basés sur Mars Lake, côté américain. Mon rôle était de permettre un voyage agréable et sécurisé d'une durée de 7 à 12 jours. La plupart de cet été-là s'est déroulé normalement, mais une expédition en particulier me hante encore, à cause de ce qui nous est arrivé pendant quelques jours. Voici le récit complet. Mon groupe était plutôt jeune, nous étions 9 au total, le maximum autorisé. Il y avait 6 scouts, 2 conseillers adultes, chefs scouts, et moi-même. Ils voulaient parcourir 300 km, et ils n'en avaient pas la capacité physique, donc nous avons dû adapter notre itinéraire. Déçu, je leur ai proposé de visiter une cascade nommée Eddy Falls. La région était assez plate, une cascade est plutôt rare, mais cette décision nous a finalement placés sur le chemin de quelque chose. Nous avons visité la cascade et campé à proximité. Ce soir-là, pendant que les garçons installaient le camp et que les conseillers préparaient le feu pour le dîner, je collectais du bois dans un amas d'arbres tombés de broussailles et de ronces. J'entendais faiblement les chutes sur ma gauche, quand soudain, un hurlement terrifiant s'est fait entendre. Il m'a figé sur place. Le second cri était plus proche, puis le troisième encore plus. Je ne pouvais rien voir à cause de la densité des broussailles, mais quoi que ce soit, ça venait droit sur moi. Au quatrième cri, je l'ai ressenti dans ma poitrine. J'ai eu la nausée et j'ai émis un cri rauque involontaire, un son que je n'avais jamais produit avant. Le cinquième cri m'a presque fait mal physiquement, mais il m'a ramené à la réalité et j'ai couru vers le camp. Mon groupe avait entendu ces cris aussi, mais que leur dire? J'ai prétendu qu'il s'agissait de sangliers. Il n'y en a pas dans cette région, et les conseillers savaient que je mentais, mais n'ont rien dit. Après le dîner, ils sont allés dans leur tente et je me suis retiré dans mon hamac, à environ 50 mètres du camp. Par précaution, je suspendais toujours mon hamac à hauteur de ma tête
soit environ 1,80 m. Je couvrais mon corps et ma tête d'une bâche pour éviter la rosée et les moustiques du matin, mais la bâche n'était pas tendue, juste posée. Il devait être entre 3 ou 4 heures du matin, quand j'ai été réveillée par ce qui ressemblait à des sanglots de femme, pas des pleurs francs, mais des sanglots. En même temps, j'entendais quelque chose marcher dans les broussailles près de mes pieds. J'ai écouté, immobile, tandis que la chose traversait le camp en direction de mon hamac. Je pouvais entendre ses pas lourds sur le granit. La bâche recouvrant ma tête, je ne voyais rien et ne savais quoi faire. En un rien de temps, elle était juste à côté de moi. Je pouvais entendre sa respiration bruyante et congestionnée. Une odeur musquée m'enveloppait. Je pouvais sentir une présence massive juste à quelques centimètres de mon corps. Ça restait là, immobile. J'ai pris une décision. D'un mouvement brusque, j'ai retiré la bâche de ma tête et ma main gauche a touché cette chose sur le torse. Il faisait sombre, mais j'ai pu distinguer brièvement une grande silhouette bipède. Les poils étaient longs, grossiers, la musculature était impressionnante, semblable à un culturiste. Tout s'est passé en une seconde. Dès le contact, la créature s'est précipitée dans les broussailles avec une vitesse incroyable. Quand j'ai allumé ma lampe frontale, elle avait disparu. Mon équipe dormait toujours, alors j'ai lu jusqu'au lever du soleil et décidé de ne rien dire. Le lendemain, nous avons avancé de quelques kilomètres vers le camp de base et campé sur une petite île. Les camps côté américain sont équipés d'un foyer et d'un grumper, des toilettes en fibre de verre au-dessus d'un trou profond. En arrivant, un des conseillers est allé là-bas. 2 minutes plus tard, il est revenu en courant, encore en train de remonter son pantalon, affirmant avoir vu un gorille passer devant lui. J'ai demandé si c'était un ours, et il a catégoriquement nié, expliquant qu'il chassait les ours depuis des années. Selon lui, c'était un singe d'environ 2,50 m de haut. Imaginez cette taille. Dans mon hamac, j'étais à 1,80 m de hauteur. Si j'ai touché sa poitrine, cela place la tête à plus de 2 mètres de haut. Était-il en train de nous traquer? Était-il seul? Les scouts étaient effrayés, alors j'ai proposé une excursion nocturne en canoë. Personne ne dormait de toute façon, donc nous avons embarqué à 20 h et pagayé sur plusieurs kilomètres, éclairés par des lampes frontales. Mon plan était de camper près de Morse Lake pour rejoindre la base rapidement le lendemain. Morse Lake est relié à Newford Lake par un passage étroit et peu profond, entouré de forêts sombres. En plein milieu du passage, une roche de la taille d'un ballon de basket a été violemment lancée depuis les bois. Elle a failli frapper l'avant du canoë que je dirigeais. Nous avons pagayé comme des fous jusqu'au centre de Morse Lake, attaché les 3 canoës ensemble et attendu l'aube. Dès les premiers rayons du soleil, nous avons pagayé jusqu'à la base et terminé l'expédition. Les scouts retournant en Oklahoma n'ont pas voulu en parler, et ça m'allait très bien. Plus tard, alors que je travaillais au débarcadère des canoës, un collègue revenant du même secteur avait l'air troublé. Il m'a raconté qu'il avait été embêté par des événements similaires, des cris, des pierres lancées. Pendant 2 semaines, les récits effrayants se sont multipliés parmi les guides. Un soir, en discutant avec d'autres guides, j'ai entendu un vétéran avec 10 ans d'expérience murmurer. Il était temps que d'autres les voient. Il a affirmé qu'ils communiquaient télépathiquement, qu'ils aimaient notre peur comme un jeu, et que moins on les reconnaît, moins ils nous dérangent. Cette expérience soulève encore beaucoup de questions pour moi. Les Sasquatch, les Bigfoot ont toujours été une possibilité pour moi, mais je ne peux m'empêcher d'être marqué par leur intelligence et leur capacité à lire nos émotions comme dans un livre. Peut-être qu'ils nous comprennent mieux que nous-mêmes. Le cerveau humain est faillible. Il capte les informations sensorielles et les interprète pour les adapter, si possible, à un schéma déjà enregistré en mémoire. Il n'enregistre même pas ce qu'il ne comprend pas, surtout lorsque la moitié de son attention est portée sur une autre chose, comme le stress,
une émotion forte, la détresse physique ou la survie. Notre corps ne cesse donc d'ajouter des substances chimiques pour le surmener, surtout dans les moments de peur, en mode combat ou fuite, où le cerveau abandonne toute tentative de compréhension et se prépare simplement à survivre, point final. Et c'est ce qui se produit lors de chaque observation. Très peu de récits de rencontres surviennent dans des moments de calme et de lucidité. Je préférerais avoir des preuves solides, une empreinte de pas, une photo sans émotion, de la fourrure, des os, un cadavre, n'importe quoi d'autre qu'une rencontre en fait. Pourtant, j'en ai vécu une, avec plusieurs témoins, et aucun d'entre nous, moi y compris, n'arrive encore pleinement à y croire. 10 ans après, certains évitent d'en parler, ils font comme si rien ne s'était passé. Pour eux, cela n'a jamais existé, c'était dans leur tête. Peut-être que c'est le cas. Moi-même, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas si on peut vraiment se fier au récit de témoins oculaires. Pourtant, je peux fermer les yeux et revoir cette créature se relever devant moi, entendre le bruit de ses mouvements dans la boue. L'odeur nauséabonde me revient encore. Je l'ai vue se dresser, de plus en plus haut. Elle me faisait me sentir minuscule, et pourtant je suis un grand gaillard. Je n'ai pas l'habitude de ressentir ça. Ses épaules se sont redressées comme si elle s'étirait après une sieste, prête pour une confrontation. Je voyais ses muscles sous son pelage noir. Autour de son cou et de ses épaules, son pelage devenait épais, presque comme une crinière de lion, et le long de sa colonne, des sortes de piquants hérissés se dressaient, semblant pouvoir se transformer en une barrière protectrice. Son corps semblait en alerte maximale, et elle pivota pour me faire face. Ses respirations rapides et profondes s'arrêtèrent soudainement, et un grondement monta de sa gorge. Ce grondement, il résonnait dans ma poitrine, faisait vibrer le sol sous mes pieds. J'entendrai ce rugissement toute ma vie. Mon cerveau s'est figé, comme s'il avait dû redémarrer après un court-circuit. Je pouvais sentir sa chaleur corporelle, entendre le bruit de ses griffes sur le sol. Ses oreilles bougeaient dans toutes les directions, analysant tout son environnement. Elle était consciente de tout, bien plus rapide que nous ne pouvions l'être. Ses yeux rouge-orangés étaient perçants, captivants. Brillaient-ils par eux-mêmes ou reflétaient-ils simplement la lumière autour? Je ne saurais dire. Mais quand nos regards se sont croisés, j'étais figé. Je n'arrivais plus à bouger, à respirer, comme si cligner des yeux allait me condamner. Elle m'observait, nous analysait, planifiait, réfléchissait. Finalement, après un moment de silence tendu, elle relâcha un grognement bref, presque comme un soupir. La créature s'éloigna en sautant dans la forêt et disparut dans l'obscurité comme si elle avait volé. Même aujourd'hui, je me rappelle chaque détail terrifiant comme si c'était hier, mais en même temps, je me demande combien de ces détails sont vraiment réels. Notre cerveau modifie nos souvenirs à chaque fois que nous les remémorons, et ce que je crois être clair est peut-être devenu une version altérée de la réalité. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, mon chien et les quelques témoins présents cette nuit-là, ce moment était réel, mais aux yeux du reste du monde, c'est comme si ça n'avait jamais existé.